Au début du XVIe siècle, les grandes puissances maritimes que sont l'Espagne et le Portugal se partagent le Nouveau Monde, afin de prévenir de futurs conflits lors de l'exploitation des territoires étrangers. Le pape Alexandre VI réserve à l'Espagne le droit de s'approprier les richesses situées à l'ouest de l'archipel des Açores, tandis que celles situées à l'est, en Afrique et en Asie, reviendront au Portugal. Une âpre querelle divise encore les deux royaumes au sujet des Moluques, les îles aux épices. Les Espagnols ne peuvent pas y accéder car la seule route connue pour rejoindre ces îles traverse l'océan Indien, contrôlé par les Portugais. C'est l'époque des grandes découvertes. Depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique pour le compte de la Castille et que Vasco de Gama a ouvert la route des Indes pour le Portugal, une lutte sans merci a lieu entre ces deux superpuissances navales occidentales. À partir de là, des biens comme les épices acquièrent une valeur stratégique inestimable. Celui qui contrôlera la route des îles aux épices sera le maître du monde. Valladolid, résidence des rois de Castille. Charles Quint, monté sur le trône d'Espagne en 1516, entend désormais consolider son pouvoir. Il a des visées sur les richesses des territoires du Nouveau Monde et se livre à une course effrénée avec le Portugal, dont l'enjeu est la domination des sept mers. Il a fallu du temps à Magellan pour rassembler les fonds nécessaires à l'expédition. Mais à présent, ils sont suffisants pour un voyage de 2 ans en mer. Le 10 août 1519, une flotte composée de 5 carracks quitte le port de Séville. Le rêve de Fernand de Magellan se réalise. Désormais chef de l'expédition, il entame avec ses hommes un voyage vers l'inconnu. En choisissant de naviguer vers l'ouest, parviendra-t-il à rallier les îles aux épices? Prendra-t-il un avantage décisif sur le Portugal pour la suprématie sur les mers? Dès le départ, Magellan impose sa stature de chef de file aux capitaines espagnols. Le vaisseau amiral qu'il commande navigue en tête. Après 2 mois de traversée, la flotte atteint l'Amérique du Sud. Magellan décide de longer la côte vers le sud, en quête d'un passage vers l'ouest. Chaque baie est susceptible de marquer l'entrée de la voie navigable tant recherchée. À bord, les équipages ont les nerfs à vif. L'inquiétude les gagne alors que leur recherche se prolonge. Au cours de sa quête, il pénètre dans le Rio de la Plata sans savoir qu'il n'est plus sur l'océan, mais sur un fleuve. Il continue donc à manœuvrer comme s'il voguait en mer. Et c'est là que les surprises commencent. Le vent, la profondeur de l'eau, les vagues, tout est différent. Magellan fait alors un test tout simple. Il se dit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la mer, où sommes-nous? Alors il goûte l'eau. C'est de l'eau douce. Magellan doit donc changer ses plans. Il doit sortir du Rio de la Plata. Cette tentative infructueuse est un grand revers pour Magellan. Toutes ses hypothèses étaient-elles erronées? S'est-il à ce point laissé aveugler par son propre rêve? Voilà 6 mois que la flotte a quitté Séville, mais elle semble toujours aussi loin du but. Magellan croit dur comme fer à la réalisation de son rêve. Mais face aux tempêtes de l'hiver austral, la progression des navires est de plus en plus difficile. C'est alors que l'inespéré se produit. Les navigateurs découvrent un nouvel estuaire abrité des vents, qu'ils nomment Puerto San Julián. Cette baie paisible leur offre un abri salutaire. Ils peuvent s'y ravitailler en eau douce et la pêche y est facile. Magellan décide alors d'y faire escale pour l'hiver, sans demander l'avis de son équipage.
À 49 degrés et 30 minutes de latitude sud, enfin nous trouvâmes un havre. Tout nous poussait à y passer l'hiver. Nous décidâmes donc d'attendre le printemps pour repartir. Fin août 1520, après 5 mois d'escale, la flotte quitte la baie de San Julián. L'hiver austral terminé, Magellan peut repartir en quête du fameux passage vers l'ouest. Il ne se laisse pas décourager par les revers qu'il a subis, et il lui importe peu que ses hommes ne croient plus au succès de l'expédition. S'il faisait demi-tour maintenant, ce serait un triomphe pour ses ennemis. Lorsqu'il aperçoit une baie marquant l'entrée d'un détroit, il reprend espoir. Les marins ont l'impression d'errer dans un dédale inextricable. Et plus que jamais, ils doivent faire preuve de courage et d'endurance. Les navires sont sans cesse contraints de rebrousser chemin pour remettre le cap à l'ouest. Y a-t-il une issue pour sortir de ce labyrinthe aquatique? Pendant plus d'un mois, Magellan cherche avec acharnement le passage vers l'ouest, poussant ses hommes dans leur dernier retranchement. C'est à ce moment qu'a lieu le tournant décisif. La voie d'eau, jusque-là étroite et sans fin, commence peu à peu à s'élargir, pour s'ouvrir sur une surface d'eau qui s'étend à perte de vue. Cette route maritime, ouverte grâce à la ténacité de l'illustre navigateur, sera baptisée en son honneur le détroit de Magellan. Ce dernier a réussi son pari. Prouver qu'il existait bel et bien un passage entre l'Atlantique et le Nouvel Océan. Une route qui permettrait d'accéder aux richesses de l'Asie. Il est persuadé que les îles aux épices ne sont plus très loin. Cependant, il ignore que devant lui s'étend le plus vaste océan de la planète. Il le qualifiera d'ailleurs de Pacifique, en raison de la tranquillité de ses eaux, à peine ridées par une douce brise. Les 3 navires restants entament alors une longue et pénible traversée. Les jours se succèdent, puis les semaines et les mois, sans la moindre terre en vue. À nouveau, le doute et le découragement assaillent les marins. Trouveront-ils jamais les îles aux épices? L'horizon reste désespérément vide, sous un soleil de plomb. À présent, les hommes n'ont plus qu'un but, lutter pour leur survie. Tels des cimetières flottants, les navires sont à la dérive. Les vivres sont épuisés, l'eau est croupissante. Les marins perdent leurs dents, leurs membres se gangrènent. Le scorbut, fléau des navigateurs, emporte un homme après l'autre. Terre! Terre! Hey! Terre en vue! Au bout de 3 mois et 20 jours d'une traversée éprouvante, la terre apparaît soudain à l'horizon, telle une planche de salut inespérée. Voilà 1 an et demi que la flotte a quitté Séville. Les marins font escale dans les premières îles qu'ils atteignent pour se ravitailler en vivres et en eau douce avant de poursuivre l'expédition. Magellan découvre ensuite un archipel qu'on nommera plus tard les Philippines. En Europe, personne ne soupçonne l'existence des Philippines, l'archipel découvert par Magellan près des Moluques. Il en prend possession au nom de Charles Quint et en son nom propre. En effet, avant le départ de la flotte, le roi lui a octroyé un pourcentage de tous les gains qui découleraient de l'exploitation des nouvelles colonies. Magellan reprend la mer pour sillonner l'archipel. Il veut annexer autant d'îles que possible dans l'espoir d'obtenir richesse et pouvoir pour le roi d'Espagne et pour lui-même. Pour mener à bien cette mission, il est piloté par les insulaires, car la navigation sur les eaux de l'archipel est dangereuse. Après avoir quitté Limassagua, la flotte met le cap sur Cebu, un important port de commerce. Magellan n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Il est arrivé sans préparation. Le 27 avril 1521, Magellan accoste sur l'îlot de Mactan, voisin de Cebu, pour livrer bataille à Lapu-Lapu. Vous n'avez rien à craindre! De
tous ces guerriers sauvages, nous avons déjà remporté des batailles plus difficiles. Ils vont voir ce qu'il en coûte de faire obstacle aux fiers marins du roi. Il est arrivé sur un territoire où les luttes et les alliances étaient courantes et où les hommes avaient l'habitude des combats. Après la mort de Magellan, l'expédition se poursuit, sous le commandement du capitaine Juan Sebastián Elcano. Des 5 carracks qui composaient la flotte au départ, il n'en reste maintenant plus que 2. À l'issue d'une longue odyssée, elles atteignent enfin les Moluques. Sur place, les marins remplissent les cales des navires des trésors pour lesquels Magellan s'est battu, la muscade et le girofle. Ces précieuses épices seront vendues à prix d'or en Europe. Avec l'or et l'argent, elles sont à l'origine de la richesse et de la puissance des royaumes du Portugal et d'Espagne. Bientôt, d'autres nations européennes convoiteront elles aussi la manne financière que représentent les épices. Des 5 navires partis de Séville, seul le Victoria prend la route du retour vers l'Espagne. Il quitte les Moluques en décembre 1521 et entame la traversée de l'océan Indien contrôlé par le Portugal. Les marins craignent en permanence que leur navire ne soit découvert et arraisonné par leurs ennemis. Sur les 265 marins que Magellan a engagés, seuls 18 parviennent à rentrer en Espagne en septembre 1522. Leur expédition aura duré 3 ans.